Donc, bonjour Bénédicte et merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Bénédicte, tu es orthophoniste et voilà, ça me paraissait important de te faire intervenir dans ma formation, intégrer les réflexes archaïques chez l'enfant de 2 à 7 ans parce que souvent, les correspondances entre la maturation du tonus de l'enfant et toute l'oralité, qu'on va détailler plus dans la formation aussi, qu'est-ce que c'est que l'oralité? Souvent, les liens entre les deux n'est pas clairement compris, les différents professionnels rééducateurs. Et je vois, moi, dans ma pratique, je vois souvent des enfants qui ont soit que de l'orthophonie avec des troubles neuromoteurs globaux et qui ne font que la prise en charge orthophonie, voire l'inverse, Mmh. soit que la kiné psychomote avec des troubles de l'alimentation, des troubles du langage et qui ne font pas la rééducation en orthophonie, alors que souvent le travail pluridisciplinaire pour ces enfants qui ont des problématiques complexes est souvent très important et précoce avant l'apparition du langage, parce que c'est aussi, Oui. surtout chez nous, ça commence à arriver, les orthophonistes, elles prennent les bébés, mais c'est pas le cas de toutes les régions en France, de tous les lieux. Mmh. Alors c'est pas le cas de toutes les régions en France parce que, le diplôme d'orthophonie en France est un diplôme généraliste et que, travailler sur l'oralité des bébés, c'est quelque chose qui s'apprend alors par des formations qu'on fait, post-universitaires, hein. Toutes les orthophonistes ne le font pas et pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui ont tendance à penser que tant que l'enfant ne parle pas, bah, c'est pas la peine d'intervenir, et puis que l'alimentation, bah, ça viendra, il y aura pas de souci et cetera et quand on a des troubles, notamment de l'oralité, liés à la sensibilité intra-buccale et ben là, oui, on se rend compte que, ça n'avance pas si c'est pas pris en charge. Donc il faut réussir à trouver la bonne orthophoniste qui fait ce type de rééducation. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais qui en fait reste encore assez rare, même chez l'adulte, avec des handicaps d'ailleurs. Mais chez le tout petit, ouais, faut vraiment, se renseigner, souvent elles sont référencées auprès des PMI, auprès des services, des CAMS ou des services comme ça ou des services hospitaliers, pédiatriques. Il n'y a pas Donc encore faut pas hésiter à d'association. passer par là pour essayer d'avoir, voilà les coordonnées de l'orthophoniste qui est Hmm. spécialisé là-dedans et qui, effectivement prend les tout petits. Il n'y a pas encore d'association qui existe et qui représente ce travail-là. Alors à ma connaissance, mais je connais pas toutes les assos pro, et Hmm. les associations liées à des centres de formation, par exemple, qui feraient ce genre de choses, c'est possible. Les centres de formation qui forment à ce type de formation, sur, l'oralisation ont probablement des listings aussi d'orthophonistes qu'ils ont formés et chez qui ils peuvent renvoyer aussi. D'accord. Et juste pour donner un exemple, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu une petite fille qui avait 18 mois et qui faisait de la kiné depuis qu'elle est petite pour un retard du développement global de l'enfant et qui est tombée, quand les parents ont appelé les orthophonistes, ils ont trouvé des orthophonistes qui voulaient pas la prendre en charge, qui disaient que c'était trop tôt. Elle a 18 mois. Mmh. Et c'est une petite qui ne jouait pas ou avait à un moment donné joué au coucou caché, mais elle va arrêter ce jeu, qui n'avait pas d'émergence du babillage canonique, ou peu d'enrichissement, je me souviens plus exactement, mais peu d'enrichissement de ce babillage canonique, qui ne mettait très peu les jeux à sa bouche. Et avec l'alimentation, elle ne mettait pas elle-même les jeux à sa Ouais. bouche, l'alimentation dans sa bouche. Enfin, moi, ça me paraissait tellement évident qu'il y avait besoin d'une prise en charge orthophonique. Et vous, Mmh. qu'est-ce que vous travaillez du coup avec ces enfants qui sont petits et comment ça aide au développement global de l'enfant en fait et pas juste l'alimentation et le langage? Alors déjà pour commencer, l'alimentation et le langage vont en parallèle parce que, c'est la même sphère qui sert à faire les 2. Et quand on travaille un des 2 aspects, souvent on a aussi des progrès sur l'autre aspect. C'est-à-dire que si on travaille l'alimentation, on va avoir plus de mobilité au niveau de la sphère orale et du coup on aura des petits progrès en parole. Et quand on travaille la parole, on a fait du renforcement musculaire qui peut aider au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, en plus, il y a la sensibilisation. Donc, on travaille beaucoup sur la désensibilisation ou la sursensibilisation. Je vais expliquer les 2. Hem, la désensibilisation, c'est pour les enfants qui, par exemple, auraient un réflexe nauséeux extrêmement précoce. Hmm. C'est-à-dire que chez certains enfants avec des gros troubles neurologiques, dès la naissance, on ne peut rien mettre à la bouche. Le simple fait de toucher les lèvres peut déclencher un réflexe nauséeux.
C'est des enfants qu'on nourrit automatiquement avec une sonde nasale, on n'a pas le choix. Et le but du jeu, ça va être de travailler en sensibilité très légère et en sensibilité profonde pour essayer de rééquilibrer les choses et que l'enfant accepte progressivement des contacts au niveau des lèvres, au niveau de l'intérieur des lèvres. Ensuite, on franchit la barrière des dents, on essaye d'aller jouer un peu avec la langue, avec le palais. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois chez certains enfants, hein. Tout ça pour pouvoir investir la sphère orobuccale de manière à pouvoir introduire des aliments dans la bouche. Et de l'autre côté, on peut faire de la sursensibilisation chez les enfants qui sont complètement atones. Mm. Dans certaines pathologies, il n'y a absolument aucun réflexe. On touche, il n'y a rien qui bouge, on essaie de jouer sur la tonicité des lèvres, il n'y a pas de réponse. Et alors, donc là, on est très, très à cheval entre l'exercice kiné et l'exercice orthophonique, hein. Mm. Et C'est donc, là, l'idée, d'ailleurs une compétence commune, hein, pardon, aux deux c'est une métiers. compétence commune, Oui. tout à fait. Mm. C'est une compétence commune. Alors, une petite parenthèse amusante, entre guillemets, Mm. qui est que quand on regarde vraiment les textes, on s'aperçoit que les kinés sont à l'extérieur de la bouche et les orthos D'accord, dans la bouche. d'accord. Ce qui fait que, logiquement, il faudrait qu'on soit 2 à chaque fois, ce qui est complètement idiot. Donc, prend un petit peu sur les compétences du voisin et que ce soit le kiné va un peu à l'intérieur de la bouche aussi et puis l'orthophoniste, elle fait le testing musculaire au niveau des lèvres aussi et des joues. Voilà, c'est quand même, plus sympa pour l'enfant plutôt que d'avoir tout le monde dessus. Et donc, quand on a donc des patients qui ont qui n'ont absolument aucune réaction au niveau de la sphère orobuccale, on va essayer de gérer. Alors, on a des petits éléments vibrants, par exemple, des choses comme ça. On joue avec des brosses à dents pour la désensibilisation aussi, avec des abaisse-langues, avec des cuillères. On joue sur comment dire, sur les températures pour essayer de créer des petits arcs réflexes, au moins des réactions de manière à ce qu'il y ait une conscience, dans le deuxième cas, de ce qui est dans la bouche pour pouvoir le traiter. Mm. Et ça, on peut le faire dès la naissance, en fait. Mm. Parce que chez l'enfant, par exemple, qui a un OSE très précoce et très antérieur, donc un OSE au niveau des lèvres, on va s'en apercevoir tout de suite puisqu'on ne peut pas le nourrir. Donc déjà, à la maternité, on va devoir trouver un autre système. Il va falloir passer par une sonde nasogastrique. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas le laisser se faire alimenter comme ça uniquement par le nez. Donc, il y a forcément un moment où il va falloir le travailler. Mm. Souvent, ça se travaille en néonate, mais il n'y a pas forcément toujours des orthophonistes en néonatologie non plus. Donc, il se peut qu'en néonate, ce soit les sages-femmes qui prennent le relais ou les puéricultrices qui prennent le relais dans certains cas. Dans les grands services néonates, c'est souvent les puères qui prennent Mm. le relais. Et c'est quand même une prise en charge qui est très importante dans les premiers mois de vie. Tout ce travail-là chez un enfant qui a très peu de réflexes, très peu de tonus et de motricité au niveau de la bouche, si c'est fait dès les Bah, premiers mois de vie. oui, parce que ça a une incidence aussi, par exemple, sur l'arc réflexe de la déglutition de la salive et sur la tétouille du bébé qui, Mm. naturellement, a tendance à faire ça. Et où là, bah, s'il ne sent pas ou s'il ne supporte pas le contact de sa langue parce qu'il est trop sensible, dans les deux cas, ça fonctionnera pas correctement. Le Donc, réflexe de on aura une déglution, déglutition c'est orale ça? qui, Oui. dès le départ, voilà, Mm. le réflexe de déglutition sera touché dès le départ. Et très vite, l'organisme du petit va avoir tendance à ne pas déglutir. Donc, on va se retrouver avec des enfants qui bavent énormément, qui ne déglutissent pas leur salive. Ça peut entraîner aussi des problèmes, là on sort un petit peu du champ, direct de l'orthophonie ou de la kiné, mais des problèmes, d'hygiène, bucco-dentaire, enfin buccale Mm. d'abord et Oui. bucco-dentaire quand on a les dents qui commencent à arriver. Et moi j'ai tendance à dire aussi souvent quand, j'ai affaire à des personnes plus âgées, mais qui ont toujours des problèmes de sensibilité intrabuccale, c'est très, très important, ne serait-ce que pour les soins de bouche, de pouvoir aller, entre guillemets, quand on veut, dans la bouche du patient, quand il y a la nécessité, et de pas être au moment où il y a un problème gingival ou un problème dentaire, même chez le tout Mm. petit, et se dire, bah non, finalement, on peut pas y aller parce qu'il a une sensibilité trop importante ou parce qu'il n'a pas de sensibilité du tout, qu'il n'accepte pas qu'on rentre dans sa bouche. Mm. Alors que là, ça peut devenir, urgent dans certains cas. Donc c'est très important de le travailler dès le plus jeune âge, dès la naissance, hein. Mm.
Donc l'orthophoniste, il a un rôle très important et précoce dans le développement de l'alimentation et de la sensorialité, qui a un lien direct avec Tout à le fait. langage. Et est-ce que c'est aussi l'orthophoniste qui intervient dans le développement du jeu? Comment le jeu aussi soutient le développement du langage avant que l'enfant Alors, dise? c'est quelque chose qu'on fait en parallèle et c'est vrai que, on joue beaucoup avec les enfants. Alors moi, je viens du monde de la surdité à la base où effectivement, on joue beaucoup avec les enfants pour provoquer des émissions vocales, mais avec le tout petit qui n'a pas de handicap de ce côté-là, on joue aussi énormément, on imite des bruits, on fait des grosses onomatopées, on joue avec plein d'éléments pour essayer de faire des voilà, comme on joue avec un tout petit d'une manière générale, mais on a tendance à amplifier énormément les choses et puis à jouer un petit peu sur l'imitation aussi. On sait que le petit à partir de 1 mois et demi, il commence à regarder un peu la Hmm. bouche de l'adulte et il peut être capable d'essayer. Alors au début, c'est pas très, très Oui, concluant, c'est mais pas il exprès, essaye quoi. d'imiter des mouvements et des attitudes et donc Hmm. on joue énormément là-dessus, on grossit beaucoup le trait. On joue aussi beaucoup sur quelque chose qui touche beaucoup plus la parole que l'alimentation, c'est le souffle. Hmm. Jouer à souffler sur des choses, à souffler dans des tubes, dans des pailles, dans tout un tas de choses, parce que, bah, si je gère mal mon souffle, je gère mal ma voix, donc je gère mal mon oralisation et ma parole et puis, bah, déglutir, il y a un temps dans la déglutition, le deuxième temps de la déglutition qui est un temps d'apnée où je ne respire pas et où il faut que la personne soit enfin que l'enfant soit capable de comprendre qu'il doit c'est normal de ne pas respirer à ce Ah moment-là. oui. Donc jouer sur le souffle, c'est aussi pouvoir jouer sur les pauses dans le souffle, Hmm. de manière à ce que, l'enfant s'habitue à avoir cette petite micro-pause. Elle dure, 1 seconde et demie grand Hmm. maximum, hein. C'est plutôt plus court que ça, mais c'est important que le système de l'enfant et le cerveau comprennent qu'il y a un moment où ça s'arrête et c'est Hmm. normal et puis ça reprend après. Et ces Ça fait partie automatismes mettent en de la place. globalité de la déglutition. Hmm. Parce que si je ne ferme pas les bons clapets au bon moment, je fais une fausse route. Hmm. En fait, la déglutition, ce que j'ai à déglutir, que ce soit de la salive ou de l'alimentaire, bah, va passer a beaucoup plus de risques de passer du mauvais côté. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi à travailler chez certains enfants qui ont des troubles de l'oralité. C'est des fausses routes à répétition parce que ce blocage-là n'existe pas. Hmm. Et là, on va intervenir. Alors, c'est comme chez les kinés pour le coup, Hmm. on va intervenir par l'extérieur pour essayer de remonter la base de langue, postérioriser la langue de manière à aider à la déglutition. On sait que quand on fait ce genre de choses, ça a tendance à provoquer de la déglutition, hein, quand j'ai Hmm. l'arc réflexe. Quand il y a pas, on va essayer de le provoquer, cet arc réflexe, pour guider le larynx, pour l'aider à se remonter, à fermer et à déglutir. Et ça, c'est pareil, on peut le faire chez des enfants très, très petits. Hmm. On n'y va Et c'est pas très, important très quand c'est fort, mais nécessaire, justement, de stimuler le faire. toute cette sphère, voilà, Oui. pardon, stimuler la sphère, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, ça se fait, ça peut se faire très, très jeune. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Bénédicte. On va se retrouver maintenant plus avec le groupe de kinés inscrit à ma formation, enfin de kinés psychomotriciens. Et enfin voilà, donc, en tout cas, on tenait à faire cette vidéo tout public pour bien faire comprendre que l'intervention de l'orthophoniste, c'était pas après le langage, qu'il y avait beaucoup de choses à faire avant l'apparition du Avant. langage dès les premiers mois de vie.